L'aéroport. Charles de Gaulle, véritable ruche bourdonnante d'une frénésie typique d'un vendredi après-midi, vibrait d'un chaos soigneusement orchestré, où le claquement des valises roulantes se mêlait aux annonces stridentes des haut-parleurs, ponctuées par le murmure incessant des voyageurs pressés. Au cœur de cette agitation, Simone Dubois, une femme de 70 ans, à la peau mate et aux yeux perçants comme des éclats d'obsidienne, avançait avec une dignité tranquille vers la porte d'embarquement de la première classe, son mari Marcel à ses côtés. Leur manteau usé mais impeccablement entretenu trahissait une modestie qui contrastait avec l'opulence des lieux. Simone, ses cheveux gris soigneusement tressés en un chignon bas, serrait 2 billets immaculés dans sa main, tandis que Marcel, grand et distingué, ajustait ses lunettes à monture argentée, son regard sombre scrutant l'horizon comme s'il anticipait déjà la tempête à venir. Ils étaient les propriétaires d'Étoile d'Azur, une compagnie aérienne qu'ils avaient bâtie de leurs mains, pierre par pierre, à partir d'un rêve audacieux né dans un petit bureau de Marseille des décennies plus tôt. Pourtant, à cet instant précis, alors qu'ils approchaient du comptoir d'enregistrement, une hôtesse de l'air, Claire Lefebvre, une jeune femme blonde au chignon tiré à la perfection, les intercepta avec un sourire narquois, ses lèvres peintes d'un rouge éclatant dessinant une moue de dédain. « La classe économique, c'est par là », lança-t-elle d'un ton sec, pointant un doigt manucuré vers une file grouillante à l'autre bout du terminal. « Dépêchez-vous, vous bloquez la voie. » Sa voix, tranchante comme une lame, coupa à travers le brouhaha, attirant les regards curieux des autres passagers. Simone s'arrêta net, ses yeux sombres se verrouillant sur ceux de Claire, qui ne sia pas, son rictus s'élargissant comme si elle savourait déjà l'humiliation qu'elle infligeait. « Vous ne comprenez pas, mademoiselle, » répondit Simone, sa voix ferme mais empreinte de cette politesse raffinée qu'elle avait perfectionnée au fil des années, une politesse qui masquait une force d'acier. « Nous sommes en première classe, vérifiez nos billets. » Elle tendit les documents, son geste assuré malgré la tension qui montait dans sa poitrine. Claire éclata d'un rire cassant, un son aigu qui résonna dans l'air saturé de bruit. « Des billets de première classe? Avec ses vêtements ?» railla-t-elle, arrachant les billets des mains de Simone avec une désinvolture calculée, les jetant sur le comptoir sans même daigner y jeter un œil. « Ils sont faux, c'est évident. Vous ne trompez personne. » Autour d'eux, la foule ralentit, les têtes se tournant, les murmures s'amplifiant. Un homme d'affaires en costume gris impeccable. Philippe, un habitué des vols transatlantiques, ricana dans son coin, son attaché-case oscillant à son bras. « Ils pensent vraiment pouvoir s'incruster ici ?» murmura-t-il à une femme en manteau de fourrure qui hocha la tête avec un air de dédain aristocratique. « Probablement des profiteurs, » ajouta-t-elle, ses boucles d'oreilles en diamants scintillant sous les néons. Marcel, immobile à côté de Simone, ajusta ses lunettes, son silence aussi lourd qu'un orage prêt à éclater. Ses yeux, d'un noir profond, transperçaient Claire avec une intensité qu'elle ne semblait pas encore percevoir, trop occupée à jouer son rôle de gardienne autoproclamée de l'élite. Simone sentit une boule se former dans sa poitrine, non pas de peur, mais de cette douleur familière, celle d'être jugée pour la couleur de sa peau, pour son âge, pour ses vêtements modestes qui, aux yeux de Claire, criaient « intrus ». Elle avait grandi dans un quartier populaire de Marseille, où ses origines nord-africaines faisaient d'elle une cible constante, où chaque pas vers la réussite avait été un combat contre les préjugés. À 70 ans, elle n'était plus une victime, mais la piqûre de l'injustice restait vive. Redressant les épaules, elle glissa les billets à nouveau vers Claire, sa voix coupante comme une lame dans le vacarme ambiant. « Vérifiez encore, nous sommes à notre place. » Mais Claire, les joues rosies d'une irritation croissante, se pencha en avant, son ton dégoulinant de condescendance. « Pas besoin, je sais reconnaître une arnaque quand j'en vois une. » Philippe éclata d'un rire sonore, son attaché-case claquant contre sa jambe, alors qu'il hochait la tête vers la femme en fourrure, qui murmura « Toujours à chercher des passe-droits. » Une vieille dame, Marie, une retraitée aux lunettes épaisses, sortit son téléphone avec des doigts tremblants, commençant à filmer la scène, le voyant rouge de l'appareil clignotant comme un œil accusateur. « Ça va faire le buzz », marmonna-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres. Simone sentit le poids des regards,
une chorale de mépris qu'elle connaissait trop bien, mais elle tint bon, ses années de résilience ancrées dans chaque fibre de son être. Appelez votre superviseur maintenant, ordonna-t-elle, ses mots tranchants, faisant taire momentanément le brouhaha. Claire, son sourire se tordant en une grimace laide, attrapa sa radio avec un geste théâtral. « Sécurité, on a des intrus à la porte 12. Venez vite !» aboya-t-elle, son regard défiant Simone, comme si elle savourait l'idée de les voir traîner hors de là. La foule s'agita, un mélange de curiosité et d'hostilité gonflant comme une vague. Deux gardes costauds, en uniforme bleu marine, fendirent de la masse, leurs bottes claquant sur le sol de marbre poli, leurs mains planant près des matraques à leur ceinture. « Ce sont eux !» lança Claire, pointant Simone et Marcel avec un air triomphant. « Ils essaient de se faufiler en première classe avec des faux billets. Deal with them. » L'un des gardes, un homme à la mâchoire carrée nommé Hugo, fronça les sourcils, son regard passant de Claire au Dubois. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, une pointe d'hésitation dans la voix. Simone, le pouls accéléré mais la détermination intacte, glissa les billets vers lui. « Vérifiez la liste avant de faire une erreur que vous regretterez. » Marcel s'avança d'un pas, sa voix grave résonnant comme un grondement sourd. « Regardez bien, ou vous vous ridiculiserez. » Mais Claire ricana, ses ongles vernis claquant sur le comptoir alors qu'elle désignait leurs chaussures usées, leurs manteaux démodés. « Oh, s'il vous plaît, regardez-vous. Des vêtements bon marché ne crient pas première classe. » Philippe applaudit, ravi, son rire résonnant comme une claque. « Envoyez-les au fond, là où ils appartiennent. » lança-t-il, provoquant un murmure d'approbation dans la foule. Marie zooma avec son téléphone, son sourire s'élargissant alors que la vidéo enregistrait l'humiliation publique, les vues grimpant à chaque seconde. Un jeune employé de l'aéroport, Julien, un garçon mince aux cheveux bouclés et au badge épinglé de travers, s'approcha discrètement du comptoir, jetant un œil nerveux à l'écran de son ordinateur. Ses yeux s'écarquillèrent soudain, un souffle coupé s'échappant de ses lèvres. « Attendez, ils sont sur la liste. VIP, première classe. » Sa voix trembla, à peine audible dans le tumulte, mais Claire l'ignora, arrachant les billets des mains d'Hugo avec un claquement de doigts. « Ne perdez pas votre temps. Ce sont des nobodies. Sortez-les d'ici. » Simone serra les mâchoires, sa colère contenue par des décennies de combats silencieux. Elle avait bâti Étoile d'Azur de rien, transformant une petite entreprise régionale en une compagnie respectée, et pourtant, ici, elle était réduite à une étrangère dans son propre royaume. « Vous faites une grosse erreur, mademoiselle, » dit-elle, sa voix d'acier faisant frissonner l'air. « Vous le regretterez. » Julien, de plus en plus nerveux, murmura dans sa radio, ses doigts tremblants. « On a besoin d'un superviseur, quelque chose cloche. » Claire leva les yeux au ciel, croisant les bras, son chignon blond oscillant légèrement. « Ce qui cloche, c'est qu'ils pensent pouvoir jouer à ça. Bougez-les maintenant. » La foule se resserra, formant un mur de visages, certains amusés, d'autres agacés. Une femme en écharpe rouge, une voyageuse fréquente nommée Isabelle, murmura à son voisin. « Toujours à causer des problèmes, ceux-là. » Marcel posa une main sur celle de Simone, un ancrage silencieux, ses yeux ne quittant jamais Claire, qui se tenait triomphante, inconsciente de la tempête qu'elle venait de déclencher. Philippe s'appuya contre une colonne, son sourire s'élargissant comme s'il assistait à un spectacle de gladiateurs. « C'est mieux que la télévision, » ricana-t-il, son attaché-case claquant contre sa jambe. Marie, toujours en train de filmer, chuchota à une amie. « Ça va devenir viral, attends de voir. » Soudain, des pas lourds résonnèrent dans le terminal, faisant vibrer le sol. Le superviseur, Étienne, un homme chauve à la démarche pressée, fendit la foule, son porte-bloc tremblant légèrement dans ses mains moites. Il arracha les billets des mains de Claire, ses yeux les scannant rapidement, et son visage blêmi comme s'il venait de voir un fantôme. Simone et Marcel Dubois, VIP, première classe, balbutia-t-il, son regard passant de Claire au Dubois. « Qu'est-ce que vous faites, Lefebvre ?» Claire bouche bée bafouilla, son assurance s'effritant comme du sable. « Ce sont des faux, Étienne, je suis sûr qu'ils... » Mais il l'interrompit, sa voix tranchante.
Vous vous trompez lourdement. Madame, monsieur, je vous prie de monter à bord. Mes excuses pour cet incident. Simone esquissa un sourire, un éclat de triomphe dans ses yeux sombres, tandis qu'elle prenait le bras de Marcel, dont le silence était plus menaçant que jamais. Ils passèrent devant Claire, ignorant les murmures de Philippe, qui fronça les sourcils, son ricanement s'éteignant, et le téléphone de Marie, toujours braqué sur eux, capturant chaque seconde de leur démarche digne. Julien, soulagé, murmura à Étienne. « J'ai essayé de l'avertir, mais elle n'a pas écouté. » Claire, reléguée dans un coin, serra son talkie-walkie, ses yeux bleus brûlant d'une rancune nouvelle. Elle chuchota à une collègue, une jeune femme nerveuse nommée Camille, qui baissa les yeux, mal à l'aise. « Ils ne s'en sortiront pas comme ça, » siffla Claire, son souffle chaud contre l'oreille de sa collègue. « Ils vont payer pour m'avoir humilié. » Alors que l'avion d'Étoile d'Azur s'apprêtait à décoller, Simone s'installa dans son siège en cuir, le dossier moelleux un contraste saisissant avec la tension qui nouait encore ses muscles. Marcel, à ses côtés, ajusta ses lunettes, son regard fixé sur la fenêtre, où le tarmac défilait lentement. Simone posa une main sur la sienne, murmurant « On a gagné cette manche. » Mais un frisson la traversa, une intuition aiguisée par des décennies de lutte. Claire, dans l'ombre de la cabine, préparait déjà sa revanche, et derrière elle, une ombre plus sinistre encore, celle d'un homme puissant qui observait tout depuis les coulisses, attendait son moment pour frapper. Simone ferma les yeux, essayant de se détendre, mais son esprit restait en alerte, sachant que cet incident à la porte d'embarquement n'était que le prélude à une guerre bien plus grande, une guerre où sa résilience, forgée dans les ruelles de Marseille et les salles de réunion impitoyables, serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. L'avion d'Étoile d'Azur glissait à travers un ciel d'encre à 35 000 pieds, son bourdonnement régulier masquant à peine la tension qui vibrait dans l'air comme une corde de violon trop tendue. Simone Dubois, assise dans le luxe discret de la première classe, triturait nerveusement le bord de son foulard, encore marqué par l'humiliation subie à la porte d'embarquement de Charles de Gaulle. Ses yeux sombres, perçants comme ceux d'un faucon, balayant la cabine, où les rideaux bleu nuit ondulaient sous le souffle discret de la climatisation. À ses côtés, Marcel, son mari, feuilletait un exemplaire froissé de Le Monde, ses lunettes à monture argentée glissant sur son nez, son calme apparent dissimulant une tempête intérieure. La scène à l'aéroport, où l'hôtesse Claire Lefebvre les avait publiquement ridiculisés, les accusant d'avoir falsifié leurs billets de première classe, pesait encore sur eux comme une ombre tenace. Simone, ses cheveux gris tressés en un chignon sévère, tentait de se détendre, mais son instinct, affûté par des décennies de lutte contre les préjugés dans les rues de Marseille et les salles de réunion impitoyables, lui murmurait qu'un danger plus grand approchait. Elle ne se trompait pas. Claire, cette jeune femme blonde au chignon tiré à la perfection, réapparut dans l'allée, un plateau de vin rouge à la main, ses talons aiguilles claquant avec une précision militaire. Ses yeux bleus, brillant d'une malice à peine contenue, croisèrent ceux de Simone, et avant que cette dernière ne puisse réagir, Claire trébucha dans un mouvement exagérément théâtral, renversant le liquide écarlate sur la jupe blanche immaculée de Simone. Le tissu s'imbiba instantanément, une tache pourpre s'étendant comme une blessure ouverte, et une brûlure légère, cuisante, arracha un hoquet à Simone, qui serra les dents pour contenir sa douleur. « Oh, quelle maladresse !» s'exclama Claire, sa voix dégoulinante d'un sarcasme si évident qu'il en devenait insultant. « Je suis vraiment désolée, madame », ajouta-t-elle, ses lèvres esquissant un sourire qui trahissait son plaisir sadique. Les passagers autour éclatèrent de rire. Un homme en cravate à motifs floraux, Bernard, un habitué des vols transatlantiques, gloussant bruyamment depuis son siège. « Déjà en train de faire un scandale, hein ?» lança-t-il, son ton chargé d'un mépris aristocratique, son verre de champagne oscillant dans sa main. Une jeune femme, Sophie, une influenceuse aux boucles d'oreilles dorées scintillant sous les lumières tamisées de la cabine, dégaina son téléphone pour filmer la scène en direct, ses doigts pianotant un commentaire pour ses milliers d'abonnés. « Regardez ce cirque en première classe, les amis, c'est complètement fou. »
Simone, les joues brûlantes non pas de honte mais d'une rage contenue, saisit une pile de serviettes en tissu posée sur l'accoudoir et tenta d'éponger la tâche, ses mains tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline. La brûlure, bien que superficielle, pulsait sur sa cuisse, un rappel cuisant de l'hostilité qu'elle affrontait. Marcel se leva d'un bond, sa silhouette imposante projetant une ombre menaçante sur Claire. « Apportez une serviette propre, immédiatement !» ordonna-t-il, sa voix grave résonnant comme un grondement d'orage dans la cabine. Claire haussa les épaules avec une désinvolture provocante, ses lèvres pincées en un rictus moqueur. « Bien sûr, monsieur, » répondit-elle, s'éloignant d'un pas nonchalant vers la cuisine, ses talons claquant comme des coups de feu sur le sol moquetté. Mais elle revint quelques minutes plus tard, son sourire plus acéré que jamais, brandissant un portefeuille en cuir noir qu'elle tendit au centre de la cabine, attirant tous les regards comme une actrice jouant son rôle principal. « Attention, mesdames et messieurs !» cria-t-elle, sa voix stridente perçant le murmure des conversations et le bourdonnement des moteurs. « Nous avons un voleur à bord. Je l'ai vu, lui. » Elle pointa un doigt accusateur vers Marcel, son ongle verni de rouge brillant sous les néons. « Glissez ce portefeuille dans son sac pendant que tout le monde était distrait. » La cabine explosa en un chaos de murmures indignés, les têtes se tournant, les regards se durcissant. Bernard, son visage rougeau éclairé par un rictus satisfait, hocha la tête avec vigueur. « Je ne me sens pas en sécurité avec des gens comme ça en première classe. » lança-t-il, sa voix portée par une indignation feinte, son verre de champagne renversant quelques gouttes sur son costume hors de prix. Sophie, toujours en train de filmer, zooma sur Marcel, ses abonnés inondant son live stream de commentaires venimeux. « Un voleur en première classe? Quelle honte! Virez-les, ils n'ont rien à faire ici. » Une femme en tailleur de soie bleu pâle, Clairette, murmura à son voisin, un homme d'affaires à lunettes rondes. « Il a l'air du genre, non? Regarde ses vêtements, on dirait qu'il sort d'une friperie. » Simone sentit son cœur s'emballer, une colère familière montant en elle, celle qu'elle avait connue enfant dans les ruelles poussiéreuses de Marseille, où les regards méprisants la suivaient comme des ombres à cause de ses origines nord-africaines. « C'est un mensonge éhonté !» s'écria-t-elle, sa voix coupante comme une lame, faisant taire momentanément le brouhaha. « Mon mari n'a rien pris !» Mais Claire, avec un éclat triomphant dans les yeux, s'approcha du sac de Marcel, posé sous son siège, et l'ouvrit avec un geste théâtral, révélant le portefeuille soigneusement niché parmi ses livres et ses lunettes de rechange. Les passagers autour poussèrent des exclamations horrifiées, Clairette portant une main à sa poitrine comme si elle allait s'évanouir. « C'est inacceptable !» s'exclama-t-elle, son collier de perles cliquetant alors qu'elle secouait la tête. Marcel, immobile, ajusta ses lunettes avec une lenteur délibérée, son regard sombre fixé sur Claire. « Vous l'avez placé là vous-même, » dit-il, sa voix basse mais chargée d'une menace contenue, comme un lion prêt à bondir. « Nous savons tous que c'est vous. » Simone, rapide comme l'éclair, sortit son téléphone de son sac, ses doigts trouvant instinctivement une photo qu'elle avait prise discrètement pendant l'incident du vin. L'image, bien que légèrement floue, montrait clairement la main de Claire glissant le portefeuille dans le sac de Marcel, capturé à l'instant précis où elle avait feint de ramasser une serviette tombée. « Regardez ceci !» lança Simone, tendant l'écran au capitaine. Pierre, un homme aux cheveux poivre et sel et à l'air fatigué, qui venait d'émerger du cockpit, alerté par le tumulte grandissant. Pierre examina l'image, son front se plissant de confusion puis de suspicion. « Ça ne colle pas, » murmura-t-il, jetant un regard perçant à Claire, dont le sourire vacilla pour la première fois, ses joues rosissant sous son maquillage impeccable. « Expliquez-vous, mademoiselle Lefebvre. » Claire, prise au dépourvu, bafouilla, son assurance s'effritant comme du sable. « C'est truqué. Ils ont falsifié cette photo. Ce sont des menteurs !» s'écria-t-elle, mais sa voix tremblait, trahissant son trouble. Chang désespoir. Les passagers, sentant le vent tourner, commencèrent à murmurer entre eux, certains lançant des regards méfiants à Claire. Sophie, l'influenceuse, pivota son téléphone vers l'hôtesse, son livestream capturant chaque seconde de son embarras. « Wow, elle a vraiment fait ça ?» lança-t-elle à ses abonnés.
les commentaires sur son écran basculant lentement en faveur de Simone. « Attendez, cette photo montre l'hôtesse mettre le portefeuille. C'est elle la menteuse. » Pierre, le capitaine, fronça les sourcils, sa voix grave coupant court aux protestations de Claire. « Assez. Nous allons vérifier cela au sol. Retournez à votre poste immédiatement. » Claire s'éloigna, ses talons claquant avec moins d'assurance, mais son regard, lorsqu'elle croisa celui de Simone, brûlait d'une rancune nouvelle, un feu qui promettait une vengeance plus vicieuse. Simone s'enfonça dans son siège, le tissu de sa jupe encore humide de vin, son esprit tournant à plein régime. Elle savait que ce n'était pas fini, que Claire n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste orchestré par quelqu'un de bien plus puissant. Elle soupçonnait Antoine Garnier, le directeur des opérations d'Étoile d'Azur, un homme aux yeux froids et au passé marqué par des préjugés contre elle. Une femme nord-africaine qui avait osé s'élever au sommet d'une industrie dominée par des hommes comme lui. Antoine, avec son sourire glacial et son costume taillé sur mesure, avait toujours vu l'ascension de Simone comme une insulte personnelle, un défi à son monde soigneusement ordonné. Alors que la cabine retrouvait un semblant de calme, une autre hôtesse, Élodie, une jeune femme aux cheveux châtains et au sourire timide, s'approcha discrètement. Elle glissa un mot griffonné dans la main de Simone, ses yeux évitant ceux de Claire, qui observait depuis la cuisine. « C'est Antoine », lut Simone sur le papier. « Il manipule le système de réservation. Faites attention. » Simone hocha la tête, serrant le mot dans sa poche, son regard croisant celui d'Élodie, qui disparut rapidement derrière le rideau bleu. Marcel, qui avait observé l'échange, murmura « Elle est de notre côté, mais on ne peut pas lui faire totalement confiance. » Simone acquiesça, son esprit déjà en train de calculer les prochains coups. Elle savait qu'Antoine était derrière cette humiliation, utilisant Claire comme un outil pour la discréditer. Elle envoya un message rapide à Denise, leur alliée au conseil d'administration, une femme au tempérament de feu qui avait toujours soutenu leur vision pour Étoile d'Azur. « Denise, vérifiez les logs de réservation. C'est un sabotage. Trouve tout ce que tu peux sur Antoine Garnier. Email, appel, tout. » Au sol, loin des regards, Julien, le jeune employé de l'aéroport qui avait repéré leur statut VIP à la porte d'embarquement, travaillait dans l'ombre. Nerveux mais déterminé, il fouillait les systèmes internes de l'aéroport, ses doigts volant sur le clavier, cherchant des preuves d'une manipulation orchestrée par Antoine. Il avait envoyé un email urgent à la direction, alertant sur les agissements suspects de Claire et mentionnant le nom d'Antoine, mais il savait que son geste risquait de lui coûter son poste. Dans la cabine, la tension monta d'un cran lorsque la voix de Claire retentit soudain à l'intercom, brisant le silence fragile. « Mesdames et messieurs, en raison d'une erreur de réservation, certains passagers doivent être déplacés en classe économique. Simone et Marcel Dubois, merci de rejoindre vos nouveaux sièges à l'arrière de l'appareil. » La cabine éclata en applaudissements, Bernard frappant des mains avec un enthousiasme exagéré, son verre de champagne renversant quelques gouttes supplémentaires sur son costume. « Enfin à leur place !» ricana-t-il, tandis que Clairette hochait la tête, son collier de perles cliquetant. « Ils auraient dû vérifier leurs billets correctement », ajouta-t-elle, son ton pincé. Sophie, toujours en train de filmer, zooma sur Simone, son live stream atteignant des milliers de vues en quelques minutes, les commentaires devenant de plus en plus virulents. « Qu'ils dégagent! Ils n'ont rien à faire en première classe. » Simone sentit une rage brûlante monter en elle, mais elle garda son calme, ses années de résilience lui dictant de ne pas céder à la provocation. « Vérifiez votre système », lança-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine comme un défi. « Nous avons payé pour ces sièges, et nous ne bougerons pas. » Claire s'approcha, se penchant vers elle, son souffle chaud contre l'oreille de Simone. « Vous n'êtes pas si spéciale, » murmura-t-elle, son sourire venimeux. « Vous êtes juste une passagère de trop, et tout le monde ici le sait. » Marcel serra les poings, son magazine froissé dans ses mains, ses lunettes glissant légèrement sous l'effet de la colère. « Vous jouez un jeu dangereux, » dit-il, sa voix basse mais tranchante. Simone posa une main sur son bras, l'arrêtant, ses yeux ne quittant pas ceux de Claire.
Vous travaillez pour quelqu'un, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, sa voix calme mais acérée. Qui vous a demandé de faire ça? Claire tressaillit, mais son sourire ne vacilla pas. Vous délirez, répondit-elle, se redressant avec un rire forcé. Vous cherchez des excuses pour votre comportement. Mais les passagers, influencés par l'assurance de Claire, commencèrent à scander. À l'arrière! À l'arrière! Sophie, sentant l'audience grandir, zooma sur Simone, son téléphone capturant chaque seconde de l'humiliation publique. Mais un changement subtil se produisit dans les commentaires de son live stream. Certains abonnés, ayant vu la photo de Simone, commencèrent à remettre en question les accusations de Claire. « Attendez, cette photo montre l'hôtesse mettre le portefeuille !» écrivit l'un d'eux. « C'est elle la menteuse !» Sophie, intriguée, reposta la photo, et le vent commença à tourner, les commentaires devenant plus partagés. Quelques minutes plus tard, la voix du capitaine Pierre retentit à nouveau, hésitante mais claire. « Mesdames et messieurs, une correction. Les Dubois restent en première classe. Le système a été réparé. Nos excuses pour cette erreur. » Claire disparut dans la cuisine, son rictus crispé, ses talons claquant avec une frustration évidente, tandis que les passagers grognaient, déçus. Bernard, furieux, marmonna. Ils ont dû soudoyer quelqu'un. Clairette hocha la tête, son collier de perles cliquetant à nouveau. « Ça sent la magouille », murmura-t-elle. Simone exhala, ses épaules s'affaissant légèrement, mais son regard restait vigilant. Elle savait que ce n'était pas une simple erreur, mais un sabotage orchestré par Antoine Garnier, dont la haine pour elle, ancrée dans ses préjugés contre ses origines nord-africaines, était un secret mal gardé dans les couloirs d'Étoile d'Azur. Élodie, l'hôtesse discrète, passa à nouveau près de leur rangée, ses yeux évitant ceux de Claire, qui l'observait depuis la cuisine. « J'ai entendu Claire parler à Antoine par radio, » murmura-t-elle à Simone, son souffle rapide. « Il a accès au système. Il veut vous discréditer publiquement. » Simone hocha la tête, serrant le mot d'Élodie dans sa poche, son esprit déjà en train de cartographier les prochaines étapes. « Merci, » murmura-t-elle, son regard croisant celui d'Élodie, qui disparut rapidement derrière le rideau bleu. Marcel, qui avait repris son magazine, murmura. « Il va falloir jouer serré, Simone. Antoine ne reculera pas. » Simone acquiesça, son esprit tournant à plein régime. Elle savait qu'Antoine, avec ses ressources et son réseau, était un adversaire bien plus dangereux que Claire, une simple exécutante. Elle envoya un nouveau message à Denise. « Trouve tout ce que tu peux sur Antoine. Email, appel, transaction. Il faut le coincer. » À l'atterrissage, alors que l'avion touchait le tarmac de Charles de Gaulle dans un crissement de pneus, Simone et Marcel descendirent, leurs visages fatigués mais résolus. Mais un nouveau coup les attendait au comptoir des objets perdus. Leurs bagages avaient été égarés, envoyés par erreur à Lisbonne, selon un employé apathique qui haussa les épaules. Marcel, fouillant son sac à main, découvrit qu'il avait été vidé. Ses documents personnels, y compris une copie de leur titre de propriété d'Étoile d'Azur, envolés. « Ce n'est pas une coïncidence », murmura-t-il, ses lunettes glissant légèrement sous l'effet de la colère. Denise appela à cet instant, sa voix tendue à travers le combiné. « Simone, c'est Antoine. Il a piraté le système de gestion des bagages. Et ce n'est pas tout. Il répand des rumeurs sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à vous traiter de fraudeur. » Simone serra les dents, sa jupe encore tachée de vin rouge, un rappel cuisant de la guerre qui venait de s'intensifier. Sophie, l'influenceuse, avait publié la photo de Simone sur son compte, et bien que certains abonnés prenaient leur défense, d'autres relayaient les mensonges d'Antoine. Ces deux-là ont volé des sièges en première classe. Des escrocs! Bernard, qui les croisa dans le terminal, passa près d'eux en ricanant. « Vous avez de la chance, mais ça ne durera pas. » Clairette, à ses côtés, hocha la tête, son collier de perles cliquetant une fois de plus. « Ça sent la magouille, » répéta-t-elle, son ton pincé. Simone ignora leurs commentaires, son regard fixé sur l'horizon, où les lumières du terminal scintillaient dans la nuit parisienne. Elle murmura à Marcel. « Ce n'est que le début. » Marcel hocha la tête, ses lunettes glissant légèrement. « On a survécu à pire, » répondit-il, sa voix un roc dans la tempête. Mais Simone savait que cette bataille, menée dans les airs et sur les réseaux sociaux,
n'était qu'un prélude. Antoine Garnier, avec son pouvoir et sa haine, était un adversaire redoutable et il ne reculerait devant rien pour les faire tomber. Simone serra la main de Marcel, son esprit déjà en train de tisser un plan, une contre-attaque qui transformerait leur humiliation en triomphe. Mais pour l'instant, elle devait attendre, car la prochaine frappe d'Antoine, elle le savait, serait encore plus vicieuse, plus sournoise, et frapperait là où elle s'y attendait le moins. Alors qu'ils quittèrent le terminal, un vent froid balaya la nuit parisienne, et Simone sentit un frisson la parcourir, non pas de peur, mais d'une détermination farouche. Elle avait bâti Étoile d'Azur de ses propres mains, et personne, ni Claire, ni Antoine, ni une foule hostile, ne lui prendrait ce qu'elle avait construit. Simone Dubois se tenait dans le terminal bondé de l'aéroport Charles de Gaulle, son foulard encore taché de vin rouge, son bras endolori par la brûlure infligée par Claire Lefebvre lors du vol précédent. Une alerte stridente sur son téléphone la fit tressaillir. Couple âgé accusé de frauder Étoile d'Azur pour des surclassements gratuits. Une campagne de diffamation orchestrée par Antoine Garnier, le directeur des opérations, un homme aux yeux froids et aux préjugés tenaces contre Simone en raison de ses origines nord-africaines, menaçait de réduire en cendres l'empire qu'elle avait bâti avec Marcel. La foule autour d'eux, dans l'agitation frénétique du terminal, lançait des regards hostiles, un homme en chemise à carreaux murmurant « Ce sont eux, les fraudeurs !» tandis qu'une femme en trench coat serrait son sac à main, comme si Simone et Marcel allaient le lui voler. Simone, ses cheveux gris tressés en un chignon sévère, redressa les épaules, son regard perçant défiant le mépris ambiant. Marcel, à ses côtés, ajusta ses lunettes à monture argentée, son silence un rempart contre la tempête qui s'abattait sur eux. Ils avaient survécu à l'humiliation à la porte d'embarquement, à l'incident du vin et à la fausse accusation de vol dans l'avion, mais cette nouvelle attaque, amplifiée par les réseaux sociaux, était une lame plus acérée, visant non seulement leur réputation, mais l'essence même de leur héritage. Simone murmura à Marcel « On ne les laissera pas gagner ». Sa voix, bien que fatiguée, portait la force d'une femme qui avait transformé un rêve modeste né dans les ruelles de Marseille en une compagnie aérienne respectée. Marcel hocha la tête, ses yeux sombres scintillant d'une détermination partagée. « On organise une conférence de presse, » dit-il, sa voix grave un ancrage dans le chaos. « On va montrer au monde qui nous sommes. » Simone acquiesça, son esprit déjà en train de tisser un plan pour contrer les mensonges d'Antoine. Ils réservèrent une salle dans un hôtel élégant du quartier de l'Opéra, un lieu où les lustres de cristal projetaient des éclats de lumière sur des murs lambrissés, un décor digne de leur combat pour restaurer leur dignité. Le lendemain matin, Simone entra dans la salle de conférence, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccablement coupé, son foulard taché remplacé par une écharpe en soie d'un blanc éclatant. Marcel, à ses côtés, portait un costume gris anthracite, ses lunettes poliées scintillantes sous les projecteurs. Les caméras des journalistes bourdonnaient, leurs flashs illuminant la pièce comme des éclairs. Simone s'avança vers le pupitre, ses mains tenant fermement un dossier de documents, des certificats de propriété, des contrats, des preuves irréfutables de leur statut de propriétaire d'Étoile d'Azur. « Je m'appelle Simone Dubois », déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité forgée par des décennies de lutte. « Avec mon mari Marcel, nous avons bâti Étoile d'Azur de nos propres mains. Antoine Garnier, un homme rongé par la jalousie et le préjugé, répand des mensonges pour nous discréditer. Ces documents prouvent que nous sommes les propriétaires légitimes et non des fraudeurs. » Elle brandit les papiers, son regard défiant les caméras, tandis que Marcel, à ses côtés, hochait la tête, son silence ajoutant du poids à ses paroles. Une journaliste indépendante, Camille, une femme au chignon désordonné et aux lunettes épaisses, hocha la tête avec approbation, griffonnant frénétiquement sur son carnet. « Madame Dubois, vous dites que Garnier orchestre une campagne contre vous. Avez-vous des preuves concrètes ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'un mélange de scepticisme et de curiosité. Simone esquissa un sourire, ses yeux sombres scintillants. « Nous en avons, » répondit-elle, faisant signe à Denise, leur alliée au conseil d'administration, qui s'avança avec une pile de courriels internes. « Voici les ordres d'Antoine pour manipuler le système de réservation et égarer nos bagages. Voici ses messages à Claire Lefebvre, l'hôtesse qui nous a accusés à tort. » La salle explosa en murmures.
les flashs des caméras redoublant d'intensité. Camille, les yeux écarquillés, tapa rapidement sur son ordinateur portable, publiant l'histoire en temps réel. Propriétaire d'étoiles d'azur, ciblé par un cadre véreux, les preuves accablantes. Mais au milieu de ce triomphe naissant, un cri déchira l'air, strident et brutal. Une chaise vola à travers la pièce, s'écrasant à quelques centimètres de Simone. La foule paniqua, les journalistes se baissant, les caméras vacillant. Marcel, rapide malgré ses 70 ans, poussa Simone sur le côté, prenant le coup sur l'épaule. Un filet de sang coula sous sa chemise, tachant le tissu blanc, et Simone cria « Marcel !» alors que la douleur crispait son visage. Un homme masqué, vêtu d'un blouson en cuir, se tenait au fond de la salle, son regard masqué par une capuche sombre. Avant que quiconque ne puisse réagir, il disparut par une porte latérale, ses pas résonnant dans le couloir. Élodie, l'hôtesse loyale qui avait glissé des informations à Simone pendant le vol, surgit de la foule, son visage blême. « C'est Antoine !» cria-t-elle, sa voix tremblante. « Il a payé quelqu'un pour faire ça. J'ai entendu ses appels. » La sécurité de l'hôtel, des hommes en costume noir aux oreillettes discrètes, se précipita pour maîtriser la situation, mais l'assaillant était déjà parti. Simone, agenouillée près de Marcel, pressa un mouchoir contre sa blessure, son cœur battant à tout rompre. « Reste avec moi », murmura-t-elle, ses mains tremblant malgré sa résolution. Marcel, grimaçant, posa une main sur la sienne. « Ce n'est rien », chuchota-t-il, sa voix rauque mais ferme. « On continue. » Les journalistes, reprenant leurs esprits, braquèrent à nouveau leurs caméras, capturant l'image de Simone et Marcel, unis dans leur douleur et leur défi. Camille, la journaliste, s'approcha, son micro tremblant. « Madame Dubois, pensez-vous que cet incident est lié à Garnier ?» Simone, les yeux brillants de colère, hocha la tête. « C'est sa signature. Il ne supporte pas que nous ayons exposé ses mensonges. » La salle vibrait d'une énergie chaotique, mais les mots de Simone, portés par une conviction inébranlable, semblaient rallier la foule. Les réseaux sociaux, déjà en ébullition grâce à la vidéo virale de Sophie, l'influenceuse du vol, commencèrent à basculer en leur faveur. Les commentaires, autrefois hostiles, se muaient en indignation contre Antoine. « Honte à lui, saboter une compagnie pour ses préjugés !» Pourtant, alors que Simone pensait avoir repris le contrôle, une nouvelle vague de chaos déferla. Julien, le jeune employé de l'aéroport qui avait alerté la direction sur les agissements de Claire, envoya un message urgent à Simone. « Antoine a piraté le système de réservation. Les vols sont annulés, les clients furieux. Il vous accuse publiquement. » Simone sentit son estomac se nouer. Elle ouvrit son téléphone et tomba sur un article cinglant. Les Dubois, fraudeurs présumés, plongent Étoile d'Azur dans le chaos. Les mots d'Antoine, cités dans l'article, étaient un venin pur. Ils ont abusé de leur pouvoir, manipulé les systèmes. Nous enquêtons. Les passagers bloqués dans les terminaux, leur vol annulé, commençaient à manifester, brandissant des pancartes « Remboursez-nous » et « Dubois dehors ». Sophie, toujours active sur les réseaux, reposta l'article, mais cette fois, ses abonnés se divisaient. Certains continuaient de défendre Simone, tandis que d'autres, influencés par la campagne d'Antoine, l'accusaient de ruiner la compagnie. Simone, debout dans la salle de conférence, son tailleur taché du sang de Marcel, murmura à Denise. « On doit riposter maintenant. » Denise, une femme au regard d'acier, hocha la tête. « J'ai accès au serveur. Julien m'aide. On va trouver les preuves. » Pendant ce temps, Élodie, restée à l'aéroport, organisa une grève spontanée avec d'autres employés loyaux à Simone. Les comptoirs d'enregistrement se figèrent, les écrans affichant des messages d'erreur, tandis que les pancartes des grévistes proclamaient « Justice pour les Dubois ». Cette action, bien que risquée, attira l'attention des médias, et Camille, la journaliste, diffusa en direct les images de la grève, renforçant la vague de soutien pour Simone. Dans un bureau discret de l'aéroport, Julien, ses doigts volant sur le clavier, découvrit une série de courriels accablants. Antoine ordonnant à Claire de saboter les réservations, des transferts d'argent vers un compte offshore, et même des instructions pour engager un homme de main.
Il envoya les fichiers à Camille, qui les publia immédiatement. Antoine Garnier lié à un complot contre les propriétaires d'Étoile d'Azur. La nouvelle explosa, les chaînes de télévision interrompant leurs programmes pour diffuser les preuves. Les forces de l'ordre, alertées par la pression médiatique, firent irruption dans le bureau d'Antoine, menottes à la main. Son costume taillé sur mesure ne pouvait masquer la panique dans ses yeux lorsqu'il fut emmené, criant « C'est une machination !» Simone, toujours à l'hôtel, reçut un appel du conseil d'administration. « Antoine est fini !» dit un membre, la voix tremblante. « Vous êtes de nouveau en contrôle total. » Simone exhala, un poids s'envolant de ses épaules, mais son triomphe fut de courte durée. À l'hôpital où Marcel fut soigné pour sa blessure à l'épaule, il lui prit la main, ses lunettes embuées par l'émotion. « Simone, murmura-t-il, sa voix rauque, j'ai vendu la moitié de nos parts à Air France. C'était le seul moyen de financer cette guerre. » Simone sentit son cœur se serrer, les larmes lui montant aux yeux. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» chuchota-t-elle, sa voix brisée. Marcel esquissa un sourire faible. « Parce que je savais que tu gagnerais. » Le sacrifice de Marcel, bien que déchirant, avait donné à Simone les ressources pour se battre. Mais alors qu'elle pensait avoir sécurisé Étoile d'Azur, un nouvel appel arriva, glacial et menaçant. Un membre du conseil, un allié d'Antoine resté dans l'ombre, murmura « Air France veut tout racheter, vos parts ne suffisent plus. » Simone serra la main de Marcel, son regard se durcissant. « Ils ne prendront pas notre compagnie, » dit-elle, sa voix un serment. Dans leur bureau, sous les lumières tamisées de Paris, Simone et Marcel se préparèrent pour une nouvelle bataille. Élodie, Julien et Denise se tenaient à leur côté, une équipe improbable mais fidèle. Camille, la journaliste, promit de continuer à exposer la vérité. Simone, ses 70 ans de résilience flamboyant comme un feu inextinguible, savait que ce combat n'était pas terminé. Antoine était peut-être à terre, mais ses alliés, tapis dans l'ombre, attendaient leur heure. Elle murmura à Marcel « On rebâtira ». Mais les mots sonnaient fragiles, le poids de leur empire vacillant sous les assauts d'un ennemi invisible. Alors que les lumières de Paris scintillaient au loin, Simone se redressa, prête à affronter un nouveau champ de bataille, son esprit affûté par des décennies de lutte, son cœur porté par l'amour de Marcel et la foi en leurs rêves. Étoile d'Azur était leur œuvre, et elle la défendrait jusqu'à son dernier souffle. L'histoire de Simone et Marcel Dubois, un couple de septuagénaires confrontés à l'injustice et à la discrimination au sein de leur propre compagnie aérienne, Étoile d'Azur, est une parabole puissante sur la résilience, la dignité et la lutte contre les préjugés. Enracinée dans une culture française où les valeurs de justice, d'égalité et de fraternité sont chères, cette histoire résonne profondément, non seulement comme un récit de combat personnel, mais aussi comme un miroir des luttes sociétales auxquelles nous sommes tous confrontés. À travers les épreuves de Simone et Marcel, nous pouvons tirer des leçons universelles, applicables à nos vies quotidiennes, qui nous invitent à réfléchir sur notre propre comportement et sur la manière dont nous pouvons contribuer à un monde plus juste. Tout d'abord, l'histoire de Simone et Marcel illustre la force de la résilience face à l'adversité. Simone, une femme nord-africaine de 70 ans, incarne une détermination forgée par des décennies de préjugés et de discrimination. Lorsqu'elle est humiliée par Claire Lefebvre à la porte d'embarquement, accusée à tort de vol dans l'avion et visée par une campagne de diffamation orchestrée par Antoine Garnier, elle ne cède jamais au désespoir. Sa capacité à rester calme, à rassembler des preuves et à riposter avec intelligence et dignité est une leçon pour nous tous. Dans la culture française, où l'on valorise l'élégance dans l'adversité, une forme de sang-froid mêlé de courage, Simone incarne cette qualité. Elle nous enseigne que, même lorsque le monde semble se liguer contre nous, la persévérance et la foi en nos valeurs peuvent nous mener à la victoire. Dans nos propres vies, nous pouvons appliquer cette leçon en affrontant les défis avec patience et stratégie, qu'il s'agisse d'une injustice au travail, d'un conflit personnel ou d'un obstacle professionnel.
Plutôt que de réagir avec colère ou désespoir, nous pouvons, comme Simone, chercher des solutions concrètes et garder la tête haute. Ensuite, l'histoire met en lumière l'importance de la solidarité et de la communauté. Sans le soutien d'Élodie, Julien, Denise et, dans une certaine mesure, de Sophie et Camille, Simone et Marcel auraient pu succomber à la machination d'Antoine. Élodie, l'hôtesse discrète, risque sa carrière en glissant des informations cruciales. Julien, le jeune employé, brave l'autorité pour fouiller les systèmes internes. Denise mobilise ses ressources au conseil d'administration. Et Camille, la journaliste, amplifie la vérité pour rallier l'opinion publique. Cette dynamique reflète une valeur profondément ancrée dans la culture française. La solidarité, un écho de l'esprit collectif qui a marqué des moments historiques comme la Résistance. Cette leçon nous rappelle que, dans nos propres luttes, nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons chercher des alliés, même dans les endroits les plus inattendus, et leur soutien peut faire la différence. Dans la vie quotidienne, cela signifie tendre la main à ceux qui partagent nos valeurs, construire des réseaux de soutien, et ne pas hésiter à aider ceux qui luttent contre l'injustice, même si cela implique un risque personnel. Un autre enseignement clé est la nécessité de confronter les préjugés, qu'ils soient raciaux, sociaux ou liés à l'âge. L'histoire de Simone et Marcel est profondément marquée par le racisme et le mépris de classe dont ils sont victimes. Claire, Antoine, et même certains passagers comme Bernard et Clairette les jugent sur leur apparence, leurs vêtements modestes, leur âge avancé et, dans le cas de Simone, ses origines nord-africaines. Ce traitement reflète une réalité malheureusement encore présente dans la société française, où les discriminations basées sur l'origine ou l'apparence persistent, malgré les idéaux républicains d'égalité. Simone, en refusant de se plier à ces jugements, nous enseigne l'importance de défendre notre dignité et de confronter les stéréotypes. Dans nos vies, cela peut se traduire par le courage de dénoncer des remarques discriminatoires, que ce soit dans un cadre professionnel, social ou familial. Cela signifie aussi éduquer ceux qui nous entourent, avec patience mais fermeté, pour déconstruire les préjugés. La culture française, avec son amour du débat et de la réflexion, nous offre un terrain fertile pour ces conversations, et nous pouvons tous contribuer à faire évoluer les mentalités. Enfin, l'histoire souligne le coût du combat pour la justice. Marcel, blessé lors de l'attaque à la conférence de presse, et la vente de leur part à Air France pour financer leur lutte, rappellent que la victoire a un prix. Cette réalité, souvent occultée dans les récits héroïques, est une leçon d'humilité. En France, où l'histoire est jalonnée de luttes pour la liberté et la justice, des révolutions aux mouvements sociaux, ce sacrifice est une constante. Simone et Marcel nous apprennent que défendre ses convictions peut exiger des concessions douloureuses, mais que ces sacrifices sont nécessaires pour préserver ce qui compte vraiment. Dans nos vies, cela peut signifier renoncer à un confort immédiat, un emploi stable, une relation toxique ou une position sociale pour défendre nos principes. Cela nous invite à réfléchir à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour nos idéaux et à agir avec courage lorsque ces moments arrivent. En appliquant ces leçons à notre quotidien, nous pouvons tous devenir des acteurs de changement. Comme Simone, nous pouvons cultiver la résilience face aux injustices, qu'elles soient petites ou grandes. Comme Élodie et Julien, nous pouvons choisir d'agir avec courage, même lorsque cela implique un risque. Comme Camille, nous pouvons utiliser notre voix pour amplifier la vérité et soutenir ceux qui sont injustement attaqués. Et comme Marcel, nous pouvons accepter que le combat pour la justice demande parfois des sacrifices profonds, mais que ces sacrifices donnent du sens à notre existence. Dans une société française où les débats sur l'identité, l'égalité et la justice sont au cœur des discussions, l'histoire de Simone et Marcel nous rappelle que chaque action compte, que chaque voix peut faire une différence. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir sur votre propre rôle dans la lutte contre l'injustice, alors agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour amplifier ce message de résilience et de solidarité. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que cette histoire vous a appris
ou comment vous comptez appliquer ces leçons dans votre vie. Ensemble, nous pouvons faire entendre nos voix et construire un monde plus juste. Alors, qu'attendez-vous? Likez, partagez, abonnez-vous et rejoignez la conversation.